Bien, bon, il est pile 9 heures. Un grand merci à tous de votre participation. Je suis ravie d'animer ce premier webinaire autour des sujets de bibliothèque. J'espère qu'il y en aura plein d'autres. Et aujourd'hui, l'enjeu est pour répondre à la question de comment réussir votre projet de bibliothèque. En petite introduction, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Il y aura un moment d'échange de questions-réponses à l'issue de ce webinaire, de façon à ce que je puisse répondre à toutes vos questions et pourquoi pas nouer un premier échange informel. Très brièvement, pour me présenter et présenter qui est Adimeo. Donc moi, je suis Marine Soroco, je suis directrice associée d'Adimeo. Et notre challenge au quotidien chez Adimeo, c'est de vous accompagner pour faire du digital le levier de votre croissance. On vous accompagne à chaque étape de votre transformation digitale, depuis des nouveaux outils, des nouvelles organisations, avec de nouvelles techniques, et de façon à nouer de nouveaux dialogues avec vos utilisateurs, vos consommateurs, vos usagers aujourd'hui. Notre challenge au quotidien, c'est de créer des expériences digitales uniques, remarquables et performantes. Et pour mener à bien ces travaux, on est structuré chez nous autour de 4 expertises. Un pôle de conseil et stratégie qui va vous accompagner à formaliser votre trajectoire de transformation digitale, un pôle dédié au design et à l'innovation avec tout ce qui a trait aux stratégies d'expérience utilisateur, de recherche utilisateur, de prototypage. Vous savez en bibliothèque combien ce sujet est clé aujourd'hui. Des plateaux de production technique où on va mettre en réalisation tout ce qui a été défini en amont, et également toutes les stratégies de marketing, de façon effectivement à accélérer vos leviers d'acquisition et de transformation. Et dans ce contexte, on est très fiers et très heureux d'être depuis 2021 l'intégrateur, le distributeur exclusif de Curia dans le monde francophone, qui est une plateforme de gestion de bibliothèque et qui, justement, à ce titre, a un intérêt très particulier puisqu'elle elle a pour objectif de transformer l'usage des bibliothèques aujourd'hui. Alors, je me rends compte de quelque chose d'absolument dramatique aujourd'hui dans ce webinaire, c'est que j'ai des travaux qui démarrent. J'espère que ça ne va pas trop nous pénaliser. Bref, l'aléa du télétravail. Quel est l'objectif du jour ? Pour rentrer très vite dans le sujet, notre enjeu, c'est de vous donner des clés pour réussir votre projet de portail de bibliothèque, de façon à vous aider dans le choix des outils, la définition des fonctionnalités et la méthode de mise en œuvre de ce projet. Déjà, la première question à se poser, de façon à bien cerner la problématique, c'est un portail de bibliothèque, c'est pour quoi faire ? Alors, si on s'interroge et on essaie de remonter d'un cran, ce qui est certain, c'est que le portail de bibliothèque doit nécessairement s'inscrire dans les enjeux de la bibliothèque de demain. Je ne vais pas reprendre plein d'ouvrages ou de publications qui ont été menées ces derniers temps pour expliquer ce que c'est que le futur des bibliothèques de demain, mais ce qu'on peut retenir et ce qui va nous intéresser en premier lieu sur la question de la bibliothèque, c'est que la bibliothèque est bien évidemment un outil de médiation culturelle, apporter au plus grand nombre une ouverture culturelle. Et c'est là où la dimension web devient extrêmement intéressante, puisque sans contrainte de lieu, de temps ou d'espace, c'est pour un grand nombre de publics une possibilité d'ouverture culturelle supplémentaire. Nul besoin de se déplacer en bibliothèque pour accéder à cette médiation. En quelques clics, vous avez une porte ouverte sur le monde, et pour tous ceux qui justement ne franchissent pas la porte des médiathèques. Et puis, le deuxième élément, c'est effectivement identifier la bibliothèque comme un tiers-lieu. Le portail web des bibliothèques peut se faire le réceptacle de la diversification des actions des médiathèques. Le portail de bibliothèque ne devient plus seulement le lieu de lecture, de recherche, de prêt d'ouvrage. Le portail web devient le support et le levier de toutes ces évolutions, du click and collect qu'on a très largement vu pendant les confinements, en passant par des événements live, en allant jusqu'à des ateliers de formation en ligne, etc. Et puis il y a un troisième enjeu qui est clé dans la réflexion, selon moi, c'est la question de l'inclusivité ou de lutte contre les fractures sociales et bien évidemment de lutte contre également les fractures numériques. Ce qu'on pourrait aussi appeler illectronisme. Les bibliothèques se veulent à la fois le lieu de réduction de la fracture numérique, mais attention justement à ce que les portails web ne deviennent pas eux-mêmes des obstacles
pour les publics qui ont besoin d'un haut niveau d'accessibilité. Donc là, il y a un sujet, un espèce de paradoxe à dépasser dans cette question de l'inclusivité et de la gestion de l'électronisme. Voilà, une fois qu'on a posé un petit peu tous ces enjeux sociétaux, il y a une statistique, moi, qui m'a frappée, c'est de dire qu'un bibliothécaire sur deux, aujourd'hui, estime que les fonctionnalités offertes par son portail web sont insuffisantes. De ce constat-là, il faut pouvoir en sortir quelque chose. Il faut pouvoir comprendre qu'est-ce qui est insuffisant. Et très certainement, l'un des enjeux, c'est qu'il faut considérer les bibliothèques dans un continuum d'espace-temps. Il faut inscrire les portails des bibliothèques dans une temporalité. Le avant la visite en bibliothèque, le pendant la visite, quel peut être l'usage d'un portail web, et le après la visite physique. Et puis, il y a aussi le sans visite physique. Au même titre que beaucoup d'autres établissements culturels, les sites web des portails utilisateurs doivent s'inscrire dans un parcours qu'on va appeler un parcours omnicanal, ou qui va être marqué ou non par une visite physique. Et c'est là où justement tous les leviers de design d'expérience utilisateur, d'UX d'expérience utilisateur sont clés pour vraiment, dans un portail web de bibliothèque, dessiner le parcours utilisateur, qui soit marqué ou non par une visite physique. Et on constate, notamment dans une enquête qu'on a menée entre juin et août 2021, que cette question de l'expérience usagée, elle est au cœur des réflexions des bibliothèques. L'amélioration de l'expérience usagée avec des outils et des services en ligne est clé dans les priorités à venir des transformations numériques des bibliothèques. De ces usages, il faut se retenir en fait 3 grands piliers qu'on va pouvoir avoir l'occasion de discuter. Il y a le pilier qui est le plus évident, mais peut-être pas toujours le plus simple à traiter, de l'enjeu que j'appelle un peu information pratique. À quelle heure la bibliothèque est ouverte, où est-ce qu'elle est, qu'est-ce que je peux y trouver, comment y accéder. Bref, ce levier d'information pratique, c'est le socle minimal pour le avant la visite. Il y a le socle des services en ligne, qui est une espèce d'ensemble de fonctionnalités un peu diffuses qui passent depuis l'espace usagé, en allant jusqu'à la réservation de livres, en passant par la suggestion d'acquisition et en allant jusqu'à des systèmes d'alerte ou d'enregistrement de recherche, etc. Ces services en ligne, ce sont très certainement les leviers sur lesquels l'expérience utilisateur a le plus à dire, ou en tout cas sur lequel il faut le plus se pencher pour améliorer le service rendu aux usagers. Et enfin, le troisième levier, qui doit énormément questionner aujourd'hui le métier au quotidien des bibliothécaires, c'est l'enjeu de la médiation culturelle. Comment j'éditorialise les contenus, comment je présente des événements, des formations, comment je présente mon catalogue. Et cette médiation culturelle, elle doit se voir à la fois comme un relais de l'action manuelle des bibliothécaires, mais elle doit se voir aussi comme elle doit aussi être appuyée par la capacité formidable des technologies dans la mise en relation automatisée, dans la gestion de l'open data, dans la gestion de l'enrichissement des données, de façon à ce que l'outil numérique devienne un relais, un facilitateur du travail de médiation du bibliothécaire. Voilà un peu en tout cas la grande classification des usages qu'on peut avoir sur les portails web. Maintenant, on va essayer de rentrer un tout petit peu plus dans le dur et de se poser une question qui est ok, j'ai la big picture, la vision de mon projet de portail de bibliothèque, quelles peuvent être mes différentes stratégies d'implémentation technique? Et vous le savez, vous qui êtes au quotidien en train de travailler avec les outils numériques, le cœur du travail des bibliothèques, c'est le système d'information et de gestion des bibliothèques, le fameux SIGB. Et en fonction de ce cœur, de l'outil que vous avez implémenté, vous allez venir potentiellement y greffer quantité d'autres outils qui vont devoir dialoguer pour pouvoir faciliter la réservation de poste, la consultation de l'OPAC, le compte utilisateur, etc., etc. Et ce qui est très important dans votre stratégie et de votre réflexion, c'est de vous dire quelles sont les alternatives que j'ai aujourd'hui par rapport à un SIGB donné. Aujourd'hui, vous en avez 3. Vous avez je peux exploiter un CMS
open source du marché qui est déjà intégré comme une brique logicielle par mon éditeur. Ça, c'est le cas typiquement de la solution Curia dont on est intégrateur, qui est intégrée aujourd'hui avec la solution Liferay, qui est une solution open source. Et dans ce contexte-là, les avantages, c'est j'ai une très grande évolutivité, une très grande maintenabilité du portail, puisque Liferay, qui est le socle CMS de Curia, Liferay, qui est une solution de gestion de contenu open source qui est utilisée par des milliers et des milliers de sites de par le monde, je bénéficie, en tant qu'administrateur du portail de bibliothèque, des évolutions de la solution Liferay. Et potentiellement, j'ai une dépendance moindre avec l'éditeur SIGB, puisque je sais que demain, si je veux changer d'outil, je peux potentiellement le faire, puisque les deux dialoguent déjà ensemble. Les désavantages potentiels, c'est possible, quand je suis dans une stratégie où j'intègre un CMS open source, c'est que la structure technique de mon CMS, elle n'est pas forcément faite pour une bibliothèque. Donc forcément, j'ai dû faire quelques adaptations. Alors dans le cas de, si je prends l'exemple de Curia et de Liferay, bien évidemment, on est dans un respect total du principe de Liferay, de façon à ce qu'on développe uniquement avec ce qu'on appelle des portlets. Et puis, on peut aussi parfois, parce que c'est pas le métier de l'éditeur, avoir une méconnaissance de l'éditeur des particularités du CMS. Ça, c'est possible, parce que c'est pas son métier. La deuxième solution, c'est je peux exploiter le CMS qui est déjà intégré au système d'information. Là, c'est le cas de pas mal d'éditeurs un peu plus traditionnels, un peu moins soucieux, j'allais dire, des questions d'évolutivité. C'est que vous allez avoir un CMS qui est développé spécifiquement avec le SIGB. J'aurais tendance à dire, peut-être de manière un peu critique, que votre éditeur de SIGB a réinventé la roue. Il a redéveloppé des fonctionnalités qui existent très bien. La raison pour laquelle Curia a choisi Liferay, c'est parce que Liferay fait déjà plein de choses très bien et que ça sert à rien de les développer et de perdre du temps dessus. Au contraire, mieux vaut utiliser une solution qui y répond. Les avantages, c'est que vous avez une vraie maîtrise de la roadmap. Certaines fonctionnalités du CMS, effectivement, sont très particulières aux bibliothèques. Il peut être intéressant de développer de manière spécifique, par exemple, un portail qui répond précisément à ces besoins. Je prends l'exemple de la recherche au sein du catalogue. Oui, il y a une particularité spécifique qui fait que c'est peut-être intéressant de développer quelque chose en spécifique. Et puis, parce que c'est un outil qui est complètement maîtrisé par l'éditeur, vous allez aller, ou en tout cas l'éditeur va aller potentiellement plus vite pour mettre en œuvre les outils. Les moins, ils sont quand même assez nombreux. Il faut se dire qu'on a une évolutivité, une performance moindre. C'est directement lié au fait que le seul développeur à l'outil de gestion de contenu, c'est l'éditeur du SIGB. Donc là, c'est quand même un peu limitant parce que l'équipe technique de l'éditeur de SIGB, elle est forcément limitée, elle est forcément moins importante que tous les développeurs qui travaillent, par exemple, sur la solution Liferay. Vous avez une dépendance très forte de votre éditeur de SIGB, donc si vous voulez changer en cours de marché, ou même si vous changez d'éditeur, vous devez aussi changer le portail, donc les projets de migration sont d'autant plus complexes. Et puis également, on peut avoir une standardisation un peu plus forte des interfaces, dans le sens où, comme c'est vendu comme une brique, un add-on supplémentaire, l'éditeur lui-même ne va pas forcément faire beaucoup d'efforts, ou en tout cas va pas forcément avoir un prisme web digital pour cette gestion-là. En gros, le désavantage, c'est que votre éditeur de SIGB, il n'est pas spécialisé des questions du web, et donc il va peut-être pas avoir le niveau d'expertise que vous attendiez. Et puis, la troisième alternative, c'est vous allez coupler un CMS, un gestionnaire de contenu, open source, que vous allez choisir pour ses performances, pour ses fonctionnalités, pour ses réponses à votre projet de portail web, et vous allez intégrer le CMS avec le SIGB. Ça, c'est la troisième alternative, c'est-à-dire la troisième alternative qui est la plus complète. Vous allez choisir le meilleur outil, vous allez décider de votre stratégie d'implémentation web, et vous allez choisir une solution qui va être indépendante du SIGB. Les désavantages d'une telle solution, c'est que nécessairement, ça va coûter plus cher. Et deuxième point de vigilance à avoir, c'est qu'il faut que votre système d'information et de gestion de bibliothèque dispose de connecteurs qui soient totalement compatibles, ou en tout cas qui soient totalement ouverts, de façon à ce que quand vous construisez votre espace utilisateur, quand vous construisez votre catalogue, votre OPAC, toutes les interfaces techniques fonctionnent parfaitement et vous permettent de récolter toutes les informations de façon à ne pas avoir de coupure dans l'information qui est délivrée auprès de vos usagers.
Voilà un peu pour les trois alternatives possibles. Je vous propose maintenant de nous intéresser à la question de quelles sont les fonctionnalités pour votre projet. Premier niveau de fonctionnalité, la question des fonctionnalités éditoriales. J'enfonce une porte ouverte en disant cela, mais c'est quand même un enjeu clé pour vous. Comme vous voulez construire un portail qui soit le plus riche, le plus lu, le plus efficace, il faut que derrière, en back-office, vos contributeurs soient potentiellement les plus nombreux possibles, qu'ils utilisent facilement l'outil, donc il y a un enjeu d'efficacité, d'ergonomie de l'usage du back-office, pour pouvoir manipuler et gérer le contenu éditorial. Il faut que vous puissiez gérer vos actualités, bien évidemment les événements, la récurrence des événements, la particularité des événements. Il faut que vous puissiez également éditorialiser le catalogue. C'est ce fameux travail de médiation qui reste clé sur un portail de bibliothèque, de mettre en avant les coups de cœur, de pouvoir, pourquoi pas, créer un blog des bibliothécaires. Il y a pas mal d'initiatives en France qui sont assez intéressantes à ce sujet. Il faut que vous puissiez gérer de multiples contributeurs, et également gérer, est-ce que ce que rédige un contributeur, je le publie immédiatement ou est-ce que je le fais rentrer dans un workflow de validation. Et en gros, il faut que vous puissiez un petit peu automatiser toute cette production de contenu de façon à automatiquement, en page d'accueil, remonter tel type de contenu ou autre. Ou pourquoi pas imaginer automatiquement pousser sur votre page Facebook tel autre type de contenu. Toute cette automatisation-là va faire que vous allez être plus riche en termes d'animation et donc plus visible et intéressant pour vos lecteurs. Il y a un point de vigilance qu'il faut avoir, notamment sur la gestion des pages éditoriales, c'est sur la manière dont vous allez présenter les bibliothèques. En tant qu'usager, très souvent, moi je me suis mis dans le cas d'exemple où je vais à ma bibliothèque qui se trouve au Point du Jour à Boulogne, je vais taper bibliothèque du Point du Jour sur Google, et très souvent je ne vais jamais aller sur le site internet de ma bibliothèque. Je ne vais que regarder ce que Google m'offre, c'est-à-dire les horaires d'ouverture, le numéro de téléphone et éventuellement des informations complémentaires. Là, ce qui va être très important dans le cas de votre portail de bibliothèque, et particulièrement quand vous fonctionnez dans une logique de bibliothèque en réseau, c'est de s'assurer que vous avez une synchronisation totale avec le fameux Google My Business. Donc c'est en gros ce qui vous permet de synchroniser vos données informations pratiques avec Google. Et plus vous allez enrichir ces contenus, plus ça va inciter vos internautes à venir vous rendre visite, que ça soit au travers de la notation, que ça soit au travers des questions-réponses et autres. Dans cette présentation des bibliothèques, il faut aussi également faire attention à la présentation des bibliothèques en réseau. Donc être capable de se dire, sur mon site en lui-même, je peux proposer effectivement une carto qui va localiser mes bibliothèques et qui va permettre, quand je fais une recherche dans mon catalogue, d'indiquer la disponibilité des exemplaires en fonction du lieu de la médiathèque. Donc vous voyez que sur la question de la localisation et de la présentation des médiathèques, des bibliothèques, il y a un enjeu de suivi et de mise à jour des données. D'un point de vue fonctionnel, il faut également s'intéresser à la gestion événementielle, qui est clé. Il faut vous permettre d'éditorialiser des événements. Il faut que vous puissiez gérer la récurrence. Tous les mercredis à 10h, j'ai un atelier pour les enfants. Il faut que également vous puissiez exporter les données vers d'autres sites. Ce qui arrive souvent, c'est que en tant que bibliothèque, votre ville va renouveler, va présenter les événements que vous proposez. Pourquoi pas imaginer des logiques de diffusion live, de rappeler aux gens qui se sont inscrits par email ou SMS qui se sont inscrits pour diminuer le nombre d'absences de visiteurs. Donc ça, sur cette gestion événementielle, il y a un vrai enjeu de travail sur les événements. Il faut également vous concentrer au plus près sur la question du compte usager. C'est là où la liaison avec le SIGB va être clé. C'est là où il faut que vous puissiez réserver des documents, consulter les prêts en cours, consulter les paniers, bref. Je ne vais pas vous faire la liste à la Prévert de toutes les fonctionnalités qui doivent être présentes sur le portail de bibliothèque. Le point de vigilance qu'il faut avoir, c'est la question de l'authentification des usagers. On sait que dans les collectivités, on a de plus en plus ce qu'on appelle des systèmes d'authentification centralisés, ou SSO, Single Sign-On, de façon à fluidifier les interfaces ou les parcours utilisateurs, proposer une interface de connexion uniformisée avec ce que fait la ville, avec France Connect ou autre, c'est clé. Et vous allez le voir, c'est encore clé pour la question des ressources numériques. On le verra un peu plus tard. Un autre enjeu clé dans les fonctionnalités, c'est le moteur de recherche. Le moteur de recherche, c'est ce qui va donner le plus vite accès à vos usagers au contenu qu'ils recherchent. Mais c'est aussi l'outil qui va favoriser la découverte
d'autres ouvrages. Typiquement, je suis sur un ouvrage de Victor Hugo. Il faut, comme ce que les usagers ont l'habitude d'avoir sur des sites e-commerce que je ne citerai pas, avoir la possibilité, depuis cette notice, des propositions, des suggestions vers d'autres ouvrages. Et ça, c'est notamment la technologie du moteur de recherche qui va vous le permettre. Parce que le moteur de recherche va être capable de faire automatiquement des rapprochements selon des logiques de sémantique, selon des logiques d'auteur, selon la normalisation que vous aurez adoptée de vos métadonnées de votre catalogue. Depuis votre moteur de recherche, vous pourrez aussi faciliter la recherche avec des logiques d'autocomplétion. Vous pourrez aussi proposer des logiques, et c'est très important, de recherche fédérée. Vous avez plusieurs catalogues, un catalogue numérique, plusieurs catalogues numériques parce que vous avez plusieurs fournisseurs, une salle d'archives, des salles de bibliothèque. Tout n'est pas forcément unifié dans votre SIGB. Comment est-ce que pour mon utilisateur qui, lui, ne sait pas comment, en back-office, vous êtes organisé, comment lui proposer une seule et unique interface de recherche? Là aussi, c'est un enjeu clé pour faciliter, fluidifier le parcours utilisateur. Je parlais un petit peu des ressources numériques. Bien évidemment, on ne peut pas parler d'un portail web de bibliothèque et faire l'économie de parler du portail des ressources numériques. C'est-à-dire toute l'ouverture vers de la musique, des vidéos, des livres, de la presse, des systèmes d'auto-formation que les portails de ressources numériques proposent aujourd'hui. Il y a quantité d'initiatives qui sont aujourd'hui lancées de PNB à différents fournisseurs de ressources numériques. Ce qu'il faut vous dire dans ce contexte-là, c'est que vous devez imaginer le parcours utilisateur le plus sans couture. Depuis mon portail web, comment mon utilisateur accède au portail de ressources numériques? Est-ce que ça ne fait qu'un? Idéalement, j'ai envie de vous dire. D'où l'importance de la recherche fédérée que je disais tout à l'heure. Et comment est-ce que je gère l'interfaçage avec de multiples fournisseurs de ressources numériques? Et comment est-ce que je gère l'accès à la ressource numérique en tant que telle? Ça, vous allez le voir, c'est clé. Je n'ai pas forcément le temps de m'étendre sur ce sujet-là, mais la question de l'authentification unifiée pour faciliter un accès unifié à la ressource numérique est l'élément qui va garantir la fluidité du parcours utilisateur et donc, in fine, qui va garantir la récurrence, la fréquence et la satisfaction. La récurrence, la fréquence de visite des utilisateurs et, in fine, leur satisfaction. Ce qu'on voit globalement dans l'enquête qu'on a menée également, c'est que l'une des préoccupations majeures des professionnels des bibliothèques, c'est pas forcément les fonctionnalités d'un point de vue stricto sensu, mais c'est plus l'augmentation du nombre et la diversité des outils numériques. C'est-à-dire qu'on est bien conscient au sein des bibliothèques que le portail web est un pilier indispensable des enjeux, des objectifs des médiathèques et qu'il va falloir demain être capable, à l'image du tiers-lieu, à l'image de l'élargissement des missions des bibliothèques, proposer un nombre accru de services. Et je vais en citer quelques-uns, mais qui sont... voilà, c'est tout l'enjeu de la définition des parcours utilisateurs qui permet de les identifier, mais du click-collect, en passant par les applications mobiles. Il y a une vraie question sur les applications mobiles. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est pas utile? On pourra en discuter ensuite. Comment j'enrichis mes notices de façon à créer le plus possible de liens entre elles pour ouvrir vers d'autres portails? Comment je mets en avant les ateliers, les formations? Comment je crée des dispositifs omnicanal, que je sois en présentiel ou en distanciel? Bref, tous ces services-là sont clés dans votre réflexion et vous devez les intégrer de façon à vous projeter dans un portail web qui soit une version bêta permanente. J'y reviendrai un peu plus tard, mais cet enjeu d'être dans une stratégie d'optimisation continue est clé pour un portail web de bibliothèque. Quelques points de vigilance pour votre projet dans la stratégie d'implémentation et de mise en œuvre. D'abord, les questions de l'accessibilité. J'en avais parlé en introduction sur les questions d'inclusivité de la bibliothèque. C'est une mission et un enjeu des bibliothèques que d'être le plus inclusif possible. Un portail web de bibliothèque, aussi étonnant que ça puisse paraître, peut accroître la fracture numérique et est un facteur de discrimination à l'égard des populations électroniques. Voilà. Il y a un article du Monde qui est sorti récemment et qui dit que 16,5% des Français, c'est énorme, plus de 15% des Français sont démunis face à la dématérialisation des services publics et privés.
Et face à ces difficultés-là, il faut que votre portail respecte un certain nombre de normes. Donc, je vais vous citer le WCAG, donc c'est la norme européenne sur l'accessibilité, dont s'inspire directement le RGA, qui est le Règlement général d'accessibilité des administrations. Donc ça, c'est la base, le socle minimal indispensable auquel votre bibliothèque doit répondre. Et puis, vous avez d'autres initiatives, par exemple comme Falc, facile à lire et à comprendre, qui va vous permettre effectivement de créer des portails qui soient adressés justement à potentiellement des publics non francophones ou des publics éloignés des questions numériques. Donc, cet enjeu d'accessibilité, vous devez le mettre au cœur de votre projet. Deuxième enjeu, je m'y attarderai pas trop parce que ça paraît évident, c'est la question du responsive web design. Forcément, moi je suis un peu critique sur la question des applications mobiles, je considère que c'est pas d'une utilité extrême. On pourra en discuter, hein, ça se débat. En tout cas, l'exigence, c'est le fait d'avoir un site responsive web design, voire même d'avoir une approche qu'on appelle mobile first. C'est-à-dire que vous concevez votre portail en partant du principe que vos utilisateurs vont d'abord le consulter sur une interface mobile. Et là, vous allez d'abord concevoir une ergonomie adaptée au mobile et ensuite, vous allez l'étendre aux interfaces desktop. Le troisième enjeu, qui est éminemment complexe, c'est la question du référencement et du web sémantique. Vous pouvez me questionner et me dire, mais pourquoi mettre les deux côte à côte? En fait, c'est assez intéressant parce que vous connaissez tous, peut-être, j'imagine, la normalisation FRBR, ou en tout cas le phénomène de transition bibliographique qui est à court aujourd'hui dans les bibliothèques, qui va vous permettre de structurer de manière moderne votre catalogue de façon à pouvoir intégrer notamment tous les enjeux de ressources numériques. Ça, c'est une normalisation que vous avez côté SIGB, mais il faut qu'elle puisse se retrouver aussi du côté de votre portail web. Et notamment, idéalement, il faut que côté portail web, vous puissiez porter une autre norme qui s'appelle schema.org et qui va permettre d'exposer les données de votre catalogue, les données de vos événements, les données de vos bibliothèques de manière normalisée et structurée, de façon à ce que nos amis les moteurs de recherche les référencent correctement. Donc ça, c'est un enjeu technique, mais pas que. C'est un enjeu de normalisation et de structuration qui est aussi clé dans la manière dont vous concevez votre portail web. Enfin, dernière question ou dernier sujet, la question de la sécurité des données personnelles. Je ne vais pas non plus m'étendre sur ce sujet-là, parce que le RGPD, je pense qu'on en parle tous depuis de nombreuses années. Clairement, votre portail web de bibliothèque, certes, il stocke des données issues du SIGB, mais pas que. Donc, vous devez vous poser la question de l'usage des données que vous en faites et de toute de l'ensemble des traitements que vous réalisez au sein des bibliothèques. Et j'estime, moi, que les bibliothèques, lieux de service public par excellence, doivent être exemplaires dans la question du traitement des données personnelles. Voilà, je conclurai une dernière fois sur un peu comment structurer les étapes de votre projet sur un portail web de bibliothèque. Je vous inviterai bien évidemment à éventuellement assister d'autres webinaires qui s'adressent un peu plus particulièrement sur la structure, la méthode de projet web. Mais en tout cas, cette trajectoire, elle est assez classique. Vous allez d'abord travailler sur analyser l'environnement et l'existant. Comment est-ce que vous êtes en termes d'usage, en termes de cible, de parcours. Vous allez vous définir des objectifs. Quels sont mes objectifs pour mon portail? Est-ce que je veux plus de visites? Est-ce que je veux plus de fréquence de visites? Est-ce que je veux plus de gens qui consultent le catalogue? Est-ce que je veux plus de réservations? Bref, c'est important d'être très clair sur les objectifs que vous donnez à votre projet de refonte. Important parce que après, vous allez les mesurer et que ça va constituer votre levier d'optimisation continue. Je ne saurais que trop vous inciter également à travailler vos cibles, vos parcours utilisateurs, les fameux personas et cartographie d'expérience utilisateur. Même chose, si vous le souhaitez, il y a des webinaires assez intéressants qui vous sont proposés sur ces sujets-là. Travaillez bien évidemment sur la question du prototypage des interfaces et des maquettes des interfaces, de façon à ce qu'elles illustrent les parcours et qu'elles répondent aux chartes graphiques existantes. Le classique, travailler au développement du portail. Alors développement, soit mise en œuvre, paramétrage du portail parce qu'il est directement lié à votre SIGB, soit paramétrage des interfaces techniques avec le SIGB. Une phase de test, bien sûr. Ce qui serait très intéressant, idéalement, c'est dans cette phase de test de faire une phase de test utilisateur, où vous allez tester les parcours utilisateurs, de façon à valider que votre portail correspond à leurs attentes. Et enfin, vous lancez dans une stratégie d'optimisation et d'amélioration continue.
Ça, c'est un sujet qui est clé pour moi, c'est que votre portail, vous ne le refaites pas tous les 5 ans. Vous le refaites en permanence, vous le questionnez en permanence. Et votre seul levier, ou en tout cas votre seul outil qui va vous permettre de mesurer cette réussite, c'est de savoir quelles sont les actions à mener. Ce sont vos indicateurs que vous aurez définis, ce sont vos données statistiques que vous allez collecter, ce sont les tests utilisateurs que vous allez faire, ce sont les retours des usagers que vous allez collecter. Bref, tous ces sujets-là doivent vous permettre de vous dire en permanence, j'ai un chantier sur le feu, c'est mon portail de bibliothèque. Voilà pour cette présentation, ce webinaire un peu rapide, j'en suis certaine, de 30 minutes. Je vous propose de passer à la séance de questions-réponses. Et bien évidemment, on a 2 autres webinaires, un qui est prévu le 16 novembre prochain, qui pourra vous intéresser, puisque il traite de manière plus générique sur tous les conseils pour garantir le succès de votre projet de refonte digitale. Et en novembre, un sujet plus orienté e-commerce. Mais dans certains aspects liés au catalogue, vous allez voir, on va beaucoup travailler sur les enjeux de la recherche au sein d'un catalogue. Parfois, faire un pas de côté et regarder ce qui se fait du côté e-commerce pour améliorer l'expérience utilisateur, c'est parfois pas totalement inutile. Voilà, un grand merci à vous. Et désormais, je vous propose de passer aux questions. Alors, quelles sont vos questions? Bonjour à tous. Alors Vanessa, oui, tout à fait. On va vous transmettre un support. Oui, alors, Liferay plus exactement. Liferay qui est un CMS open source qui existe depuis, je pense, début des années 2000, et qui est un outil utilisé par des milliers, j'oserais pas dire des millions, de projets de par le web. Vous allez recevoir juste après ce webinaire une petite enquête de satisfaction, si je puis dire. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé et pourquoi pas les autres sujets liés à l'environnement des bibliothèques qui pourraient vous intéresser. Alors, si, voilà, je vois les questions. Daphné, question sur l'hébergement du site. Est-il nécessairement lié à celui de la mairie? Alors, Daphné, non, absolument pas. Si vous partez du principe que le site web de la bibliothèque est différent de celui de la mairie, l'hébergement peut être complètement différent de celui de la mairie. Tout à fait. Et vous évoquez, Daphné, certaines petites médiathèques ont un site directement lié à celui de leur collectivité. Dans quel cas sommes-nous à ce moment-là? Alors, vous avez raison, Daphné. J'ai pas évoqué le cas des médiathèques qui sont liées au site de mairie. J'ai envie de dire, ça va dépendre, dans votre cas, de à quel SIGB vous êtes rattaché. Si effectivement vous avez un SIGB qui est rattaché. Je ne sais pas si vous pouvez m'en dire plus éventuellement. Ou pas, vous êtes peut-être déjà parti. Alors, pour répondre, Daphné, ça va vraiment dépendre de votre CMS lié à votre mairie. Est-ce que sur le CMS de votre mairie, vous êtes libre de faire des évolutions, etc. Ou est-ce que vous êtes contraint uniquement par des pages éditoriales, auquel cas c'est un peu plus limité? Et vous avez raison, dans ce cas-là, vous êtes un peu pieds et mains liés avec ce que fait la mairie. C'est pas un cas d'usage que j'ai retenu. J'aurais sans doute dû le mettre. Ok, je vous propose, si vous n'avez plus de questions, de clôturer
Ah bah, merci Laetitia pour votre retour, c'est très agréable, c'est très gentil. Je vous propose de clôturer cette présentation, vous allez la recevoir par mail, et bien évidemment, n'hésitez pas à noter cette présentation, ça nous permet de nous améliorer. Voilà. Merci, un grand merci à tous. À très bientôt. Merci. Bonne journée.